je pense que euh, Arnaud Robinet, Sylvie Robert, vous qui êtes membre du bureau, vous allez nous faire l'honneur de débuter. Je crois que le président de la région Grand Est n'est pas encore arrivé, donc je garderai mes petits propos parce que nous devions faire nos assises, les 15e assises au siège de la région Grand Est. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, bien entendu, ensuite, nous avions les deuxièmes biennales des assises européennes qui devaient avoir lieu donc au Parlement européen. Tout ça est reporté évidemment. Alors peut-être, alors on va commencer par Arnaud Robinet. Peut-être Arnaud Robinet, vous qui êtes maire de Reims, il y a eu pas mal de choses de faites et peut-être que vous allez nous les présenter alors hop, il y a du brouhaha, voilà. Et donc vous allez peut-être nous présenter Arnaud Robinet ce que vous avez mis en place, notamment c'est vrai que vous avez gagné le concours, notamment avec ces pavés peints qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui parce que, voilà, comme on n'a pas le droit au regroupement, ça égaye la ville, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et en 2014, au moment des assises nationales à Pau, nous avions remis un de nos prix sur le concours photo à la ville de Reims. Alors peut-être à vous la parole. Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. En tout cas, ravi de vous retrouver, de retrouver certains membres du conseil d'administration de Centre-Ville en Mouvement et remercier l'équipe de Centre-Ville en Mouvement d'avoir réussi à tenir ces 15e assises nationales du Centre-Ville. Avant de commencer, je voudrais également saluer, parce que je sais qu'elle participe à cette table ronde, ma nouvelle adjointe au commerce, Marie-Inès Rommel, qui siégera bien sûr avec vous, avec nous, à Centre-Ville en Mouvement, et je la salue parce que je sais qu'elle nous écoute et qu'elle est présente parmi nous. Alors Pierre, tu l'as dit, la ville de Reims, comme d'autres villes d'ailleurs, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner nos commerces et notamment pour accompagner la redynamisation du centre-ville. Nous avons bien sûr vécu une crise sanitaire. Il faut être aussi, il faut avoir le courage de le dire, celle-ci n'est pas forcément terminée, mais nous le savons, derrière cette crise sanitaire, la deuxième vague ne sera pas forcément sanitaire, mais surtout économique et sociale. Et on l'a vu à partir du déconfinement du 11 mai, nos concitoyens attendaient qu'une chose, et ils ont l'impression de revivre et de retrouver une vie quasi normale en pouvant réinvestir nos rues, nos terrasses, nos restaurants, nos établissements, différents établissements et nos commerces. Et on le voit vraiment bien que les centres-villes sont véritablement les centres névralgiques des villes en termes d'activité économique, mais également en termes de lien social et de vie sociale. Alors, la ville n'a pas attendu le déconfinement pour mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les commerces du centre-ville. Et dès le début du confinement, dès le 13 mars et même avant le confinement, le 13 mars d'ailleurs, nous avons réuni et régulièrement durant toute cette phase l'ensemble des forces vives de la ville, notamment l'association de commerçants, les vitrines de Reims et les autres associations de commerçants de notre ville, pour travailler avec eux de la façon à laquelle nous allons pouvoir les accompagner et comment nous pouvons mettre en avant nos rues, nos centres commerciaux dans les différents faubourgs ou quartiers de notre ville. Et puis, c'était bien sûr un objectif de prendre le pouls du tissu économique et voir avec eux si les réponses envisagées étaient de nature à les aider. Et d'ailleurs, au-delà d'ailleurs des personnels soignants, nous avons rapidement distribué également des boîtes de masques aux différents commerçants de notre ville, ceux qui étaient restés ouverts pendant le confinement, je pense au commerce de métiers de bouche, mais également dès le 11 mai à tous ceux qui ont réouvert. La ville s'est engagée avec les élus qui ont distribué ces masques, à distribuer des dizaines de masques à l'ensemble des commerçants.
qui étaient réouverts. Alors, on sait que cela va être compliqué, même si la vie commerciale a repris dès le 11 mai. Cela est compliqué. Les conditions sont difficiles, les protocoles sanitaires sont parfois difficiles à mettre en place, à respecter. Mais en tout cas, la ville est avec l'ensemble des commerçants et on a pensé bien sûr à eux. Alors, pendant le confinement, nous avons eu la décision difficile, mais indispensable pour des raisons sanitaires, de fermer les marchés de plein air. Et les commerçants non sédentaires ont été très compréhensifs et nous avons d'ailleurs voulu les accompagner et donc tous ceux qui ont livré et fait de la vente à emporter ont été accompagnés par la collectivité, je pense notamment aux producteurs et toutes celles et ceux alimentaires bien sûr qui étaient habituellement sur les marchés. Et puis suite aux différents échanges avec les commerçants, avec les acteurs, les forces vives et avec nos services, nous avons fait quelques annonces fortes. Notamment, bien sûr, l'exonération des taxes et redevances municipales pour une période de 6 mois. Une aide au loyer pour l'ensemble des entreprises de moins de 5 salariés ayant été obligées de fermer suite au décret d'avril 2020. Cette aide va jusqu'à 400 € par mois de fermeture. Et puis, bien sûr, pour accompagner les restaurateurs, les cafetiers, un dispositif d'extension de terrasse pour leur permettre de garder leur capacité de réception, voire d'étendre significativement leur terrasse. Et 2 opérations un peu plus originales, en tout cas moins évidentes à première vue, l'opération de bons d'achat à grande ampleur et la chrono-piétonisation du centre-ville. Alors, je voudrais revenir sur cette opération de bons d'achat à grande ampleur. Cette première opération, ce n'est pas à proprement parler de l'embellissement, mais ça vise à recréer le réflexe de revenir en boutique dans nos commerces de proximité après une période où de nombreuses personnes ont privilégié, c'est vrai, les drives ou les livraisons. Et donc, on veut attirer le chaland. J'avais utilisé le terme de choc de consommation, mais en tout cas, l'objectif est une relance de 4 millions d'euros pour l'ensemble de nos commerces. La mise en œuvre de ces 100 000 chèques de 10 € offerts à tous les foyers pour 30 € d'achat chez tous les commerçants rémois qui souhaitent participer. Et je le dis, il n'est pas nécessaire d'être adhérent aux vitrines de Reims ou à toute autre association commerçante de la ville. Ces chèques sont distribués via le magazine municipal dans toutes les boîtes aux lettres à la mi-juin et l'opération va durer jusqu'à la fin de l'été, c'est-à-dire 31 août. Nous avons bien sûr un appui de l'association des commerçants du centre-ville, les vitrines de Reims, pour le paiement, donc pour des questions également logistiques et techniques. Donc ces bons sont valables chez tous les commerçants qui n'ont pas à s'inscrire, mais ils ont tous été contactés afin de leur présenter l'opération et savoir s'ils souhaitaient adhérer, donc une adhésion volontaire au dispositif. Derrière ces bons d'achat, il y a aussi cette chrono-piétonisation du centre-ville. C'est un dispositif événementiel et d'ailleurs je m'étais engagé durant la campagne municipale à établir ou à faire une chrono-piétonisation de certains secteurs du centre-ville, notamment le week-end, le samedi et le dimanche, pour s'adapter, s'habituer à une réappropriation du domaine public et permettre aussi la création de divers événements. Donc, cette chrono-piétonisation a pour but, bien sûr, l'extension des terrasses pour la période estivale et une large partie du centre-ville, de l'hyper-centre-ville, se piétonise donc le week-end, du vendredi 18h au dimanche soir. Au-delà de la chrono-piétonisation, il y a plusieurs dispositifs qui permettent d'accompagner cette piétonisation. Mise en couleur des rues, Pierre, tu en as parlé tout à l'heure, les rues retrouvent de la couleur et on le voit, il y a un engouement, de plus en plus de commerçants, de riverains souhaitent colorer leurs rues et ces rues sont colorées certes par les services, mais surtout aujourd'hui par des riverains, par les commerçants eux-mêmes qui créent autour de ce dispositif de mise en couleur des événements autour de leur commerce. Il y a l'extension simple des terrasses avec une démarche minimale pour les commerçants et puis à partir de ce week-end, des groupes de musique vont déambuler aux heures d'influence des terrasses et sur toute cette zone piétonisée. Donc, elle a été lancée, cette chrono-piétonisation, le week-end dernier, le premier week-end de réouverture des établissements, pour une montée en puissance au fur et à mesure, bien sûr, des semaines à venir et durant toute la période estivale, pour aussi accompagner
l'attractivité en termes touristiques. Enfin, on va avoir des dispositifs de décoration de l'espace public qui vont voir le jour chaque semaine. L'idée est que l'on ait chaque week-end quelque chose de nouveau à découvrir. Et donc, j'invite tous les participants qui nous regardent à venir découvrir les couleurs de Reims. Et un premier bilan sera fait prochainement, bien sûr, avec les associations de commerçants et les restaurateurs. Il y a bien sûr cet accompagnement qui est fait, une visite chez tous les commerces, qui est visite faite actuellement par l'adjointe au commerce, Marie-Inès Rommel, avec également pour continuer à créer ce lien, à amplifier ce lien avec l'ensemble des acteurs, parce que mon souhait, c'est que le centre-ville de Reims, notamment, devienne un centre commercial à ciel ouvert où nos concitoyens, les touristes, aient plaisir à déambuler, à vivre divers événements que l'on peut créer avec des partenaires culturels, sportifs ou autres dans notre hypercentre et dans notre cité. Il y a la question de la sécurité, bien sûr, qui est primordiale pour les commerçants, mais également pour nos concitoyens. Donc un travail, bien sûr, avec les services de l'État, police nationale et police municipale. En conclusion, je dirais que ces assises tombent à un moment charnière où on le voit partout, les commerçants et restaurateurs veulent tous réouvrir, ont quasi unanimement pu relever le rideau et je tiens à saluer l'engagement, le professionnalisme des commerçants qui ont su, je dirais, en très peu de temps, s'adapter aux protocoles sanitaires qui leur a été imposés ou proposés. Et je crois que cette sécurité sanitaire, le fait de réconforter, de rassurer les clients, a été parfaitement mise en place par l'ensemble des commerçants. Mais tous se disent également, les mois à venir constituent un brouillard énorme et tout l'enjeu va être de relancer la consommation et l'envie des gens de réinvestir nos villes, réinvestir nos centres-villes, nos quartiers, nos faubourgs où il y a un grand nombre de commerces de proximité parce que tous ces secteurs ont été désertés pendant 2 mois. La consommation et le retour à la ville progressif sont les mécanismes pour éviter bien sûr les dépôts de bilan et les licenciements. Alors, le redémarrage a lieu dans un contexte de rupture généralisée de la confiance. Cela va être long, compliqué. Malheureusement, certains vont vivre des périodes difficiles, mais en tout cas, nous sommes mobilisés dans ce cadre autour d'un triple rôle, aide directe et indirecte aux habitants pour booster la consommation et enfin un rôle de soutien presque psychologique pour pousser la crise. Je tiens également à saluer le partenariat en termes de relance économique que nous avons avec la région Grand Est et je salue son président Jean Rotner qui est parmi nous parce que la région a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner l'ensemble du milieu économique, commerçants et autres avec le fameux plan résistance. Et donc, on le voit, région, communauté urbaine, ville, commune, département, c'est ensemble que nous allons réussir, je dirais, à redonner confiance, que nous allons réussir à redynamiser, à retrouver une activité économique ô combien indispensable pour nos villes et pour nos bourgs-centres. Et quand votre tissu commerçant voit que sa ville fait le maximum pour aider, pour faire venir du monde, pour embellir la rue ou les rues, qui est en quelque sorte le pas de porte du commerçant, eh bien on garde le moral de ces commerçants et pour beaucoup c'est primordial parce que oui, ils vont traverser des difficultés, mais ils auront aussi le fait de voir qu'on s'occupe d'eux, qu'on a envie d'eux, qu'on veut parler avec eux, qu'on veut avancer avec eux et ça va permettre d'éviter un certain nombre de découragements et des fermetures de dépit. Donc je peux vous assurer en tout cas d'une forte mobilisation de l'ensemble de la ville de Reims et de ses partenaires. Un grand merci, monsieur le maire, parce que je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement ce que nous disait la ministre Jacqueline Gourault. Elle nous disait il faut une véritable volonté politique des élus sur le terrain et c'est vrai que les élus aujourd'hui sont aux premières loges de ce qui était en train de se passer. Alors, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président Jean Rotner, qui devait accueillir ces 15e assises nationales au siège de la région Grand Est. On a beaucoup entendu parler de vous en tant qu'urgentiste. Alors là, on va vous poser la question en tant que président de la région Grand Est,
en tant qu'ancien maire de Mulhouse, vous avez fait beaucoup de choses pour le centre-ville, pour la culture en centre-ville, pour l'identité de votre ville, par exemple de Mulhouse, qui s'est transformée complètement. Et je sais que vous faites énormément de choses au niveau de la région pour aider les collectivités et les petites villes notamment, voilà, à garder le poumon de la ville. Donc peut-être en quelques mots que voilà, d'abord comment la région a subi tout ce que vous avez subi. C'est vrai que la région Grand Est a été vraiment touchée. Merci de m'accueillir. C'est vrai que j'aurais dû le faire dans l'hémicycle et dans les locaux de la région Grand Est à Strasbourg, mais ce n'est que partie remise. Je vous y accueillerai avec beaucoup de bonheur. Pour répondre à votre question, vous savez, avant tout, moi, j'aimerais adresser un message d'amitié et de sympathie à mon ami Arnaud Robinet, parce que quand on voit Reims, en l'espace de 6 ans, c'est une ville qui s'est profondément modifiée, qui a compris plus que jamais l'intérêt de jouer sur son attractivité, sur sa qualité de vie, sur sa douceur de vie, sur sa proximité avec Paris. Mais Arnaud aussi se tourne de plus en plus vers l'est de la région, parce qu'il comprend parfaitement l'intérêt de le faire à l'échelle régionale, et ses propos en ont été l'illustration dans la coordination et dans la coopération que nous avons aujourd'hui avec le Grand Reims et avec la ville de Reims. C'est pas anodin ce que je dis, parce que du siège que j'occupe aujourd'hui, et je reviendrai sur la crise après, l'aménagement du territoire est un des éléments essentiels de nos politiques publiques, et il n'y a pas l'aménagement du territoire et le reste. L'aménagement du territoire, c'est un tout. On ne peut pas parler aujourd'hui mobilité, commerce, économie, université, qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité de la vie, sans considérer cet aménagement du territoire dans cette globalité. Et le commerce est un des éléments juste majeurs, essentiels là aussi de cette stratégie. Vous l'avez dit, ça s'exerce comme Arnaud le fait à l'échelle d'une grande métropole, en transformant la qualité des rues, l'espace public, les grandes infrastructures de sport et de loisirs, l'accueil de grandes manifestations, l'attractivité touristique, ville des sacres. C'est une ville magique, Reims, quand on prend le temps de la connaître, avec aujourd'hui l'enseignement supérieur. C'est le plus grand campus de Sciences Po en France. On ne le sait pas assez, et d'autres campus vont arriver. Tout cela, eh bien, ça compose à un moment donné un paysage urbain qui fait que, eh bien, la place des étudiants, eh bien, compose aussi, c'est vrai, un quartier, viennent le conquérir, et ça transforme, et ça encourage, et ça permet petit à petit de travailler avec des exemples. Reims est un exemple pour moi, Strasbourg en est un autre, aujourd'hui la convivialité de Metz, de ces grands centres, eh bien, sont là pour prouver que ce qu'on fait à l'échelle d'une métropole, on peut le faire également à l'échelle d'une ville moyenne, à l'échelle d'un bourg-centre, en évitant peut-être l'écueil bien connu dans notre pays de l'amoncellement de dispositifs qui font qu'à un moment donné, on a un millefeuille. Il y a les dispositifs de l'État, il y a les dispositifs de la région, il y a les propres politiques territoriales des uns et des autres. C'est pour ça qu'avec Jacqueline Gouraud, dans le cadre d'ailleurs de ce PER, du plan de relance, on est en train d'imaginer à l'échelle de la région une sorte d'expérimentation qui permettrait pour les élus locaux de bénéficier d'une caisse à outils où, en fonction de sa taille, en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, eh bien, on utilise tel et tel outil, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient de l'État, pour permettre de construire et d'élaborer une stratégie de territoire. Et le commerce est un élément déterminant et essentiel. On l'a bien vu d'ailleurs pendant cette crise. Chez nous, tout particulièrement, peut-être dans l'est de la région, mais je crois que c'est partout pareil, où le commerce de proximité, où on redécouvre son boucher, on redécouvre le quick and collect dans le restaurant qu'on fréquente habituellement, on commence à bruncher, on va vers les bonnes choses. L'enjeu aujourd'hui pour nous, et pour Centre-Ville en Mouvement d'ailleurs, c'est, je crois, de bien faire comprendre que ce que nous avons vécu pendant cette période extrêmement difficile de crise, eh bien, nous devons essayer de le prolonger aujourd'hui par une stratégie de proximité, par une stratégie de qualité,
par une reconquête effectivement des villes, quelles qu'elles soient, qui jouent un rôle de centralisation. Nous avons travaillé tout particulièrement à l'échelle de territoire pour essayer justement de leur apporter une forme d'ingénierie. Nous l'avons fait à travers les plans d'État, mais à travers des plans régionaux. Pour Arnaud connaît bien ce secteur, il n'est pas trop loin de chez lui. Par exemple, l'Argonne. L'Argonne, c'était 4 intercommunalités, 3 départements, 2 régions dans le passé. Aujourd'hui, ils se sont affranchis de ces limites administratives anciennes ou encore actuelles pour avoir une stratégie commune dans un territoire rural qui permet de parler d'attractivité, qui permet de parler de commerce de proximité, qui permet finalement de parler de ces compléments que l'on s'apporte d'un territoire à l'autre. Moi, comme président de région aujourd'hui, je suis très fier de ces réussites-là, d'avoir pu mettre en mouvement petit à petit des gens qui ne se parlaient pas, des gens qui parfois avaient une faible considération d'eux-mêmes, des gens qui se regardaient avec une forme de complexe. Et si vous m'avez entendu m'élever très rapidement contre la couleur rouge de notre territoire, c'était bien pour cela. C'est parce qu'il y a une image, un propre regard, une propre attractivité qui, à travers ces éléments-là, aux yeux des autres Français, est extrêmement forte. Et on l'a mesuré d'ailleurs dans un récent sondage où entre l'attractivité de notre territoire une fois, enfin quand nous étions en zone rouge et après retesté quand nous étions en zone verte, ne serait-ce que pour imaginer pour les Français se déplacer chez nous pendant les vacances, varier de plus de 20% entre ces deux moments. Ça montre bien que ces politiques nationales ont aussi de l'incidence sur, à un moment donné, des stratégies locales. Alors, pour répondre vraiment à votre question, cette crise, naturellement, elle a été difficile, terrible. Elle a valorisé quelque part une solidarité régionale absolument exemplaire. Et la ville de Reims est venue, d'un point de vue hospitalier, suppléer à un moment donné les besoins que nous avions du côté de Mulhouse ou de Colmar. Il y a une solidarité intra-régionale avant d'être interrégionale ou même internationale qui s'est opérée et qui se fait aujourd'hui parce que les femmes et les hommes qui composent ce territoire se connaissent, s'apprécient, échangent et ont, je crois, un objectif de territoire commun. C'est quelque chose de réel, d'extrêmement fort et qui va devoir encore se concrétiser aujourd'hui face à cette crise terrible que l'on va traverser, mais qui nécessite aujourd'hui que l'on se pose aussi, je crois, en commun les bonnes questions. Quel est le modèle de commerce que nous souhaitons ? Est-ce que ce modèle, c'est celui encore des grands malls que certains veulent nous imposer sur nos territoires ? Ou est-ce que c'est vraiment de défendre un commerce de proximité, un commerce indépendant, un commerce complémentaire peut-être d'un commerce national? C'est d'avoir une discussion pour moi réelle avec les distributeurs, avec celles et ceux qui sont à l'interface finalement entre le consommateur et le producteur. C'est d'avoir la véritable création de chaînes de valeur qui doivent être amplifiées, qui sont aujourd'hui bas carbone, qui correspondent là aussi à des villes que l'on vit de manière différente. Et je pense qu'Arnaud me comprendra parfaitement quand je dis ça. Nous avons développé ici à Mulhouse cette notion de ville du quart d'heure qui est défendue par Carlos Moreno, avec lequel on travaille largement, ou territoire de la demi-heure, c'est-à-dire en milieu rural ou en milieu urbain, ce quart d'heure ou cette demi-heure, enfin cette demi-heure pour le milieu rural, ce quart d'heure pour le milieu urbain, eh bien, ça doit être le périmètre dans lequel on trouve tous les besoins, primaires, secondaires, tertiaires. On doit pouvoir se soigner, on doit pouvoir se former, on doit pouvoir se divertir, on doit pouvoir consommer, on doit pouvoir aller au restaurant, on doit pouvoir finalement bénéficier d'un ensemble de services publics. Et je crois que raisonner la ville aujourd'hui de cette manière, c'est absolument indispensable. Avec peut-être un dernier point pour finir, ce qui me fait assez sourire quand même à la fin de cette campagne municipale qui va s'achever dans 15 jours, c'est le grand concours national de celui qui allait planter le plus d'arbres. Bien sûr, la ville, il y a nécessité d'une réflexion sur l'infrastructure durable à l'intérieur de nos villes, sur les puits de fraîcheur, sur la présence effectivement de la nature, sur la réorganisation, sur la place des circulations douces. On le voit tous avec ces pistes cyclables provisoires qui ont été mises en place. Tant mieux, la crise est aussi un accélérateur
absolument puissant et formidable d'une économie qu'il faut peut-être réinventer, revoir, revisiter certainement. Il y a à la fois du bon et il y a du mauvais, mais on est à ce moment précis en France où on a la possibilité peut-être de réinventer certains fonctionnements, y compris dans le commerce. Donc, ne gâchons pas cette occasion absolument unique, exceptionnelle, de revisiter cette chaîne de valeur et d'y adjoindre peut-être quelque chose envers lequel je milite de plus en plus, une notion de justice sociale et d'exigence. Je crois que c'est quelque chose d'absolument important. On ne peut pas tout demander aux collectivités publiques. Quand on est citoyen, on a une forme de responsabilité. Et je crois que là, dans le dialogue aujourd'hui qui s'établit en tout cas entre les élus, les collectivités entre elles, avec les citoyens, avec le gouvernement, il y a nécessité d'aller plus loin. Et vraiment, c'est mes mots de la fin. Je crois que de la part de l'État, il n'y a pas à avoir peur d'une forme de décentralisation, d'un partage de responsabilités avec les collectivités locales. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Nous avons la République en commun. Par contre, il faut que les collectivités locales ne considèrent pas que tout doit venir de l'État, mais que nous devons, nous, être aussi offreurs de solutions pour notre pays. Et il faut que là, il y ait une écoute et une considération, et qu'on arrête avec un centralisme technocratique qui est en train de ruiner notre pays. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que je vais faire, comme on a fait les choses un peu à l'envers, on va vous envoyer une vidéo. On avait l'équipe de Centre-Ville en Mouvement qui est partie pendant la directrice de la com et une caméraman qui est partie pendant 5 semaines faire le tour de villes d'Europe qu'on avait sélectionnées. Et on a pris quelques images, ça dure 1 minute, sur comment on peut animer, comment on peut faire que le centre-ville soit joli, beau, et puis qu'il n'y ait pas de regroupement, parce qu'aujourd'hui, les regroupements sont pas possibles. Donc, je vais laisser la parole à Constant Papillon-Amblard qui, je pense que Pierre-Robert va vous répondre, voilà, qui anime cette table ronde. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour votre présence.
Oui, ma question va vous aller directement, Madame la sénatrice, Madame Robert. Elle mélange un peu, voilà, urbanisme, politique de la ville, avec tout ce qui est politique d'embellissement. Voilà. Donc la question est la suivante. Bon, la crise qu'on a traversée, hein, bien sûr, va faire partie de votre réponse, j'imagine. Mais actuellement, on est amené un peu à repenser le centre-ville et toutes les façons que nous avons, eh bien, de l'utiliser, de nous mouvoir dans ce centre-ville. Quel type de politique vous pouvez imaginer pour avoir en quelque sorte une réappropriation de l'espace urbain, avec bien sûr toutes les mesures qu'on connaît actuellement, avec mesures de sécurité, sérénité. Bien. Vous m'entendez là bien? Très très Bon. bien. Bonjour à toutes et à tous et merci vraiment de cette table ronde parce que je vais un peu prolonger les propos de Monsieur Rotner. Alors c'est vrai que vous étiez à l'est, moi je suis complètement à l'ouest, et c'est vrai que la Bretonne que je suis a été particulièrement sensible à vos propos liés forcément à la question du partenariat des collectivités territoriales et de cette fameuse, et je l'espère, loi 3D, différenciation, décentralisation et déconcentration que nous espérons, parce que je pense comme vous que les collectivités ont un vrai rôle à jouer et que c'est dans je dirais, le dialogue intelligent avec l'État et leur liberté d'action et d'initiative que nous pourrons aussi peut-être, si ce n'est réinventer ou du moins accélérer un certain nombre de nos grands chantiers de politique publique. Je le dis parce que, alors, comme beaucoup de villes, j'ai entendu le maire de Reims, Rennes a mis en place aussi des dispositifs d'accompagnement, suppression de droit de terrasse, en fait, etc., etc. Je ne vais pas égrener là tous les dispositifs, mais je voudrais vous faire partager plutôt ma réflexion, qui est celle d'une période que l'on vit dans nos villes, un peu particulière de cette période post-confinement où la vie normale n'a pas encore complètement repris. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir été et d'être toujours en zone verte. Et donc, c'est aussi une dimension importante parce que je pense à mes collègues de l'Est qui ont vécu des moments très douloureux et dont forcément les modalités de déconfinement n'ont pas été de même nature. Et on le voit même aujourd'hui pour les restaurants, hein, puisque si en tout cas à Rennes les restaurants ont ouvert, que ce soit en intérieur ou en extérieur, je sais que pour un certain nombre d'autres villes ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'on vit un moment à la fois un peu inquiétant, préoccupant, parce que derrière, et je rejoins vos propos, c'est forcément une situation économique et sociale très préoccupante qui va être devant nous, mais en même temps une période très intéressante où on peut, je dirais, peut-être expérimenter des transformations de nos villes et de nos centres-villes de façon, je dirais, à la fois contrainte, parce que vous l'avez dit, il y a les contraintes sanitaires, mais en même temps en faisant en sorte dans ces expérimentations, de considérer que les transformations pourront peut-être être finalement le modèle des villes de demain. Et c'est en cela où je rejoins aussi encore les propos de Monsieur Rotner. Je trouve que cette période est une période d'accélérateur, une forme d'accélération, de transformation de nos villes, où on expérimente des piétonisations beaucoup plus importantes, c'est-à-dire que forcément on a étendu les terrasses, mais on piétonise, on essaie de travailler un peu différemment à la circulation, ce qui est très complexe quand même, hein. Des modes doux dans la ville, il y a toujours forcément le conflit d'usage entre la voiture en centre-ville et les autres modes, et c'est très complexe, mais on peut là expérimenter forcément des aménagements différents de nos villes.
Je suis très sensible, moi toujours, et je l'ai été depuis très longtemps, à la qualité des espaces publics. J'ai été adjointe à la culture pendant très longtemps dans cette ville, et la qualité des espaces publics induit forcément la qualité aussi de leurs usages. Et quand je regarde la petite vidéo que vous avez passée, qui permet un moment de remettre l'artiste au cœur de nos villes, la question des espaces publics et de la place de l'artiste dans nos villes est extrêmement importante. Et là aussi, ce sont des moments où finalement, dans ces moments de transformation, d'expérimentation, on peut imaginer la place à la fois des modes doux, la place des habitants, mais aussi la place des autres partenaires, les commerçants bien sûr, mais aussi les artistes, de façon différente dans la ville. Et pour vous donner un exemple, c'est vrai que forcément, comme dans d'autres villes, nous avions plein de manifestations qui étaient prévues. Ces manifestations ont été annulées. Et moi, j'ai très vite dit à la maire de Rennes qu'on ne pouvait pas passer un été silencieux. Déjà, cet été va être silencieux puisque beaucoup de grandes manifestations de festivals vont être annulées. Et c'est assez terrible parce que derrière cela, forcément, il y a de l'attractivité, il y a du tourisme, il y a de l'économie. Et ça va être pour l'ensemble des partenaires de nos villes et de nos centres-villes, et je pense particulièrement aux commerçants et singulièrement aux restaurateurs qui se posent beaucoup de questions, un vrai sujet, parce que derrière, c'est aussi toutes les animations des cœurs de ville et singulièrement l'été qui font aussi l'attractivité de nos centres, de ces centres-là et l'économie de nos villes. Donc, je pense que j'ai dit à la maire de Rennes, il faut absolument qu'on trouve d'autres formes de transformation de cette ville en ne laissant absolument pas la ville silencieuse et sans rien. Alors, je ne sais pas s'il y aura des touristes. On ne sait pas s'il y aura des touristes. On voit bien qu'aujourd'hui, et je le sens en tout cas en Bretagne, je ne sais pas si c'est comme ça dans l'Est, mais les Bretons ont plutôt envie de rester en Bretagne, plus que d'ailleurs les années précédentes justement. Je vois des opérations de communication de régions qui s'adressent plutôt finalement aux locaux plutôt qu'aux touristes. C'est des modifications qui sont quand même assez importantes et en termes je dirais de communication touristique, il y a quand même derrière des évolutions à noter, mais je pense que là mais comme d'autres villes, hein, et j'ai entendu Reims, on va imaginer un été à Rennes qui va être complètement différent, qui va respecter forcément des conditions que j'espère un peu plus assouplies en matière sanitaire, mais là, mais en travaillant effectivement sur une ville de confiance. J'aime beaucoup ce mot de la confiance parce que ce qu'il faut qu'on rétablisse dans nos villes, mais partout, c'est finalement le retour à la fois des habitants, des consommateurs, des personnes qui vont forcément, alors les salles de cinéma vont réouvrir, mais finalement toutes celles et tous ceux qui participent à l'attractivité de nos cœurs de ville en toute confiance. Et cette confiance-là, elle passe forcément par des modalités un peu différentes de reconquête de la ville. Et ça, c'est la question de la lumière, c'est la question des artistes. Et je terminerai par vous dire que j'observe aussi aujourd'hui, je suis dans une ville universitaire. Rennes est très universitaire. Les étudiants ne sont pas revenus. Les examens ne se font pas en présentiel, se font en distanciel. Les universités sont fermées. J'observe que forcément, du coup, la vie de la ville n'a vraiment pas repris son cours normal. Et je me dis que cet écosystème qui, dans une certaine ville, forcément ont été créés par la conjonction de différentes populations, que ce soit des populations estudiantines comme dans la mienne, mais aussi de touristes ou d'habitants. C'est aussi ça qui nous permet forcément d'accélérer la question, en tout cas économique, de la ville. Et aujourd'hui, je terminerai par vous dire que on est encore dans une période un peu transitoire, un peu difficile.
forcément préoccupante, où on peut s'autoriser un certain nombre d'expérimentations, mais le plus dur est devant nous. Et j'espère, en tout cas, c'est en tout cas que je souhaite, et au Parlement, forcément avec le PLFR 3, le projet de loi de finances 2021, on va avoir tous ces débats-là. Il faut vraiment préparer la rentrée de septembre, parce que c'est en septembre qu'on va observer vraiment si nos villes, nos centres-villes, et singulièrement toute l'activité économique, touristique et, je dirais, la ville de façon générale va reprendre son cours normal. Et derrière cela, forcément, la question des commerces et autres partenaires de nos villes va être posée. Et c'est plutôt ça qui me préoccupe aujourd'hui. Et je terminerai encore, vraiment, pour dire que l'écosystème nous autorise, et là aussi je reprends les propos de Monsieur Rotner, à imaginer des nouveaux modèles de commerce de demain. Et la question d'Internet a été très forte pendant la question du confinement. Comment on retourne dans des boutiques? Comment on accueille le client? Qu'est-ce qui s'y passe? Comment on fait? Je pense qu'il y a aussi vraiment toute cette sphère-là à travailler, à réfléchir. Enfin, vous voyez que les chantiers sont nombreux, mais c'est à la fois assez stimulant, mais en même temps, je peux pas vous dire que je suis complètement sereine parce que je suis aussi assez préoccupée. Merci, Madame la sénatrice. Oui, vous avez bien raison. Il y a des choses qui sont en train de bouger et nos centres-villes, on va les regarder différemment. Mais il y a aussi plein de choses positives qui sont en train d'émerger. Peut-être avant de vous redonner la parole et que Constant reparle, avant de vous donner la parole, Président, et puis Monsieur le maire de Reims, Fabrice Morénon, qui est le directeur des affaires publiques de la SNCF Gare et Connexion, nous a rejoints. Et je pense que les gares qui sont quand même l'entrée de ville, les gares qui aujourd'hui ont fait des efforts considérable au niveau de la culture, au niveau, je pense à la gare de Strasbourg, parce que le président est là avec ces vitraux, cette verrière qui est immense et magnifique. Voilà, je pense que vous aussi vous faites plein de choses. On a mis quelques photos et je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, cher Pierre. Le micro marche? C'est bon. Merci beaucoup, en tout cas, cher Pierre, pour l'organisation de ces assises toutes particulières et digitales. Tu citais la gare de Strasbourg, bien évidemment, mais il y a également la gare de Rennes, la gare de Reims, dans laquelle on fait énormément de choses. Et c'est vrai que dans cette période particulière, nous aussi, on a été confrontés, effectivement. On a pris beaucoup de mesures sanitaires pour préserver la santé et la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Et c'est vrai que c'est une période difficile qui vient de se clore et j'espère que là, aujourd'hui, on a bon espoir que tout ça aille mieux. Alors c'est vrai que les gares sont la porte d'entrée des villes et sont bien évidemment connectées avec leur centre-ville. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire de la culture, puisque c'est le sujet sur lequel tu souhaitais qu'on échange aujourd'hui, peut être un marqueur justement de ce qui se passe dans les gares. Et le paradoxe, c'est dans cette période un petit peu compliquée qu'on vient de vivre. Vous le savez, on fait beaucoup d'expositions culturelles avec des photos, des sculptures dans les gares. Eh bien, les gares sont restées pendant cette période un espèce de musée à ciel ouvert où finalement, à la fois les gens du quartier, mais aussi les voyageurs peuvent observer ces œuvres d'art, réagir, alors que finalement un grand nombre de musées étaient fermés. Donc, c'est vrai que nous, on a toujours eu ce souci. Aujourd'hui, on ouvre même des musées dans les gares, puisqu'on va ouvrir le premier musée, le musée d'art ludique à la gare Saint-Lazare. Mais on expose aussi beaucoup dans les gares. Tu parlais de la gare de Strasbourg. On a exposé l'année dernière une exposition qui aujourd'hui a une résonance toute particulière, puisque c'était une exposition qui s'appelait Les couleurs de l'espoir, Color of Hope, justement pour dénoncer le racisme et qui montrait justement tout ce qu'il fallait faire pour l'égalité entre les races et entre les sexes. Également, on a fait des expositions régulièrement dans toutes les villes et pas seulement les grandes gares parisiennes
pense notamment en Bretagne, où on a le festival de la Galicie, où on a exposé des photos au service de l'écologie, notamment, et je pense à la gare de Rennes, à la gare de Vannes, à la gare de Saint-Malo, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment notre politique. Vous savez, on a depuis bien longtemps mis dans les gares des pianos, qui permet là aussi de mettre de l'animation, de créer de l'ambiance. Et pour nous, notre souci, c'est ce lien qu'il y a entre le centre-ville et la gare. Il faut que ces deux lieux se parlent et soient bien évidemment connectés. On a lancé une opération qui s'appelle 1001 gares, dans lequel on essaye d'ouvrir et de donner aux collectivités tous les espaces vacants que l'on a aujourd'hui dans les gares, et on essaye de les mettre à disposition des collectivités ou des acteurs locaux à des tarifs défiant toute concurrence. Donc là, je lance également un appel là pour vous dire que bien évidemment, on est à votre disposition si vous avez un projet pour dans vos communes, si vous souhaitez occuper un bâtiment qui peut être vacant dans la gare, c'est avec grand plaisir qu'on est à votre disposition pour étudier avec vous le moyen le plus efficace et le plus durable pour pouvoir l'occuper. Voilà ce que je voulais vous dire. Pendant cette période un peu difficile, mes mots de conclusion, vous avez dû l'observer dans vos gares, on a mis, comme vous l'avez fait dans vos collectivités, des marqueurs au sol pour faire respecter les gestes barrières, etc., etc. Et donc moi, je voulais également faire un petit clin d'œil et dire que on est vraiment on va lancer une espèce d'appel auprès de nos concitoyens pour voir s'ils ont des idées pour un petit peu valoriser ou prendre des photos de tous ces marqueurs qu'on a vus au sol, les ronds, les carrés, qui finalement peuvent avoir un côté assez graphique. Et donc, si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à revenir vers vous parce qu'on n'a pas d'idées précises pour l'instant. On aimerait juste avoir des propositions et voir avec des artistes locaux, des associations. Voilà. Moi, je suis sûr qu'en prenant quelques photos, en jouant sur les couleurs, sur les formes, on peut imaginer des choses très sympas. Et dans quelques mois, on se dira, ben voilà, pendant cette histoire du confinement, on a fait des choses qui étaient très contraignantes, mais voilà, peut-être on peut essayer de tirer le meilleur de cette expérience un peu difficile. Donc, je vous le dis, si vous avez des idées, vous, dans vos équipes, vos adjoints en charge de la culture, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Ça sera avec grand plaisir qu'on pourra essayer de surfer sur cette période un peu difficile et puis de le positiver. Voilà. Merci Pierre pour cette opportunité de s'exprimer en ce moment. Je salue Arnaud, qui est un vieux complice, et je vous dis, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Moreno. On espère que vous allez avoir beaucoup de retours pour les projets gares et que nos gares de France seront toujours belles et de plus en plus belles. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur le Président Rotner, Monsieur Jean Rotner. Vous nous avez parlé de la ville quart d'heure, de un peu tout ce qui pour vous était important pour les centres-villes et les cœurs de ville. Et d'ailleurs, si on dit cœur de ville, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui pour vous serait entre guillemets l'écosystème d'une ville réussie, un écosystème réussi qui pourrait se vanter d'être très attractive? Oh, vous avez combien de temps? Permettez-moi déjà peut-être juste de répondre à ce qui vient d'être dit sur les gares. Là aussi, nous avons de très 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 belles gares en France, de grandes gares dans les villes, c'est vrai. Mais on a aussi des gares absolument charmantes qui aujourd'hui ont tendance à être désaffectées. Et ça peut être aussi des lieux de réinvention, des lieux d'accueil et des lieux de commerce pour des bourgs-centres de manière assez extraordinaire si on s'y prend bien. C'est le travail aussi qu'on mène avec Gares et Connexions d'ailleurs à l'échelle des régions et moi j'aimerais les remercier pour cela parce que ça peut être un lieu d'accueil pour une garderie, ça peut être une maison de service public, ça peut être un jardin, pas un jardin, un magasin là aussi éphémère, ça peut être une organisation de circuit court. Donc il faut savoir s'appuyer aujourd'hui sur ces bâtiments qui souvent ont une forme de centralité assez intéressante pour y dégager de nouvelles perspectives économiques sur nos territoires. La ville idéale, avant tout, c'est une ville de tous les âges, c'est une ville dans laquelle on se sent bien,
C'est une ville équilibrée, c'est une ville juste, c'est une ville des intelligences. Quand je parle des intelligences, c'est-à-dire que la technologie se met au service d'une forme de conception et de fabrication urbaine permanente. C'est une ville dans laquelle les élus acceptent de partager une forme de leur pouvoir, même si le suffrage universel leur donne quand même une légitimité indiscutable. C'est une ville, encore une fois, dans laquelle, là aussi, la politique dite de quartier s'affirme et s'affiche clairement, où il y a un équilibre entre l'habitat social et l'habitat privé. C'est une ville naturellement durable. C'est une ville qui ne s'affiche pas uniquement en son cœur de ville, mais aussi dans ses quartiers commerçants. Et c'est toute une infrastructure qu'il faut mettre en relation. C'est un écosystème permanent, c'est une attention de tous les instants. C'est finalement ce beau métier de maire qui s'exerce au quotidien et qui permet de respecter tout le monde. Voilà ce que c'est une ville qui se construit. C'est un mandat de 6 ans pour les maires. C'est parfois trop court parce que le temps politique n'est pas forcément le temps des projets. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre. Et c'est, une fois pour toutes, pour moi, cette capacité de se remettre en cause, de surpasser parfois certains échecs et de construire ensemble. C'est surtout un lieu de vie et un lieu de bienveillance. Voilà ce que doit être une ville. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette réponse très complète. Mais vous étiez déjà aux Assises européennes à Metz et vous avez vraiment ce regard pour le centre-ville qui, pour nous, est très important parce que vous avez le bon regard. C'est gentil, merci. Je me souviens de ce que j'avais dit à Metz. Puisque le sujet était tourné surtout autour de l'organisation quotidienne de l'animation commerciale, autour du manager du commerce, autour des adjoints, du maire. J'avais dit qu'effectivement, et je viens de le redire, mais sous une autre forme, celui qui doit mouiller le maillot plus que les autres, c'est le maire. C'est lui qui doit engager finalement cette dynamique au quotidien, mais qui doit être attentif sur les détails. Arnaud le sait, Sylvie aussi. C'est ces petits détails qui composent la ville auxquels il faut faire extrêmement attention quand on est élu parce que ça peut tout gâcher. Et en même temps, il faut aujourd'hui la réorganiser, il faut la manager. Aujourd'hui, on manage, Arnaud l'a dit à un moment donné dans ses propos, je l'ai entendu, considérer aujourd'hui que le centre-ville doit être organisé, conçu, réfléchi comme un centre commercial, oui, mais en plus avec une âme supplémentaire, celle de l'histoire de Reims, que vous ne trouverez jamais dans un mall. Celle, effectivement, de lever le regard vers une cathédrale, d'être bien sur une terrasse, d'être dans une rue passante, mais de ne pas être dérangé au même moment par un camion poubelle qui ramasse les ordures ménagères à 15 heures. C'est pas compatible. Et donc, c'est tous ces écosystèmes qu'il faut mettre en rapport les uns avec les autres. Et le manager du commerce y aide effectivement. Et c'est un rôle aujourd'hui qui n'est je crois, plus contestable et plus contesté dans son importance, dans son efficacité. Et je crois qu'il sera d'autant plus important dans les temps qui arrivent, parce que le renouveau du commerce, c'est aussi des réflexes des organisations, une manière de subventionner, d'aider, d'être à côté effectivement de ces commerçants et de ces artisans de manière différente. Certains systèmes, vieux comme le monde, ne fonctionnent plus. Il faudra aujourd'hui aller effectivement vers une digitalisation, mais vers des plateformes à l'échelle des villes et peut-être plus, mais en tout cas à l'échelle des villes. C'est une transformation du métier de commerçant, je crois, qui est bien là et qu'il faut saisir à pleine main. Et là, collectivités, associations d'élus, spécialistes du commerce, cabinets spécialisés, votre organisation doit se poser justement cette notion d'accompagnement, d'ingénierie de proximité et de solution. Il faut qu'on soit là pour les commerçants à ce moment précis d'une crise qui se précise de plus en plus. Enfin, les chiffres sont quand même terribles. 25% des restaurants dans notre pays ne vont pas rouvrir.
Vous imaginez 25% dans chaque ville des restaurants qui n'ouvrent pas, ce que ça veut dire en termes de rentrée financière, de valeur, de convivialité, d'économie, de terrasse. Sylvie Robert le disait, on regarde un peu avec amusement et avec étonnement un certain nombre de structures universitaires ou de grandes écoles qui aujourd'hui vont faire du distanciel, mais du distanciel quand à l'échelle d'un établissement, c'est des étudiants qui sont plus là, eh bien c'est toute une économie qui disparaît, et c'est toute une économie en domino. C'est la chambre qu'on ne loue plus, c'est le commerce de proximité qui n'assure plus ses affaires, c'est les bars qui ne se remplissent plus, c'est ce que je disais tout à l'heure dans certains quartiers de certaines villes, et Reims en particulier, eh bien une désertification aussi de la ville. C'est une image positive de la ville, parce qu'une ville étudiante, c'est avant tout une image positive. Eh bien, tout cela disparaît, s'estompe, et c'est non pas des soubresauts, mais vraiment des conséquences de ce tsunami viral que nous avons pris en pleine face, avec des décisions qui ne sont pas dénuées d'effets économiques. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le mesure et qu'on l'anticipe là aussi dans l'accompagnement. Et ça doit se faire à de multiples échelles. L'échelle régionale, on doit là aussi accompagner parce que du coup certains étudiants peuvent être en difficulté. À l'échelle des territoires parce qu'il faut qu'on les réorganise. À l'échelle d'un discours politique public très fort vis-à-vis des responsables universitaires ou de l'enseignement supérieur en leur disant attention, la décision que vous prenez, c'est pas une décision anodine et ça a des conséquences sur notre économie. Voilà, c'est là aussi la concertation et le dialogue entre responsables politiques et des collectivités est essentiel et majeur. Vraiment un grand merci. Juste, c'est vrai que le maire doit être à la manœuvre. Et on s'aperçoit que le gouvernement, c'est Jacqueline Gourault qui nous disait ça, au niveau des collectivités, ils se sont vraiment aperçus de l'importance des maires dans cette période de crise qui est encore, c'est ce qu'on nous a dit. Donc ça paraît important. Peut-être Monsieur Robinet, peut-être un petit mot en tant que maire de Reims. Je sais pas, voilà, je suis réactivé. Bien sûr, Pierre, tu viens de dire que le gouvernement, l'État, a reconnu et reconnaît aujourd'hui le rôle des maires. Mais en tout cas, il faut encore aller plus loin. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit très clairement durant ce confinement, au moment où certains, et notamment certaines associations d'élus, posaient la responsabilité pénale des maires. Moi, j'avais dit clairement, on a demandé des responsabilités et donc il faut les assumer comme un chef d'entreprise qui a aussi des responsabilités pénales vis-à-vis de ses salariés. Et on ne peut pas demander des responsabilités derrière vouloir se cacher derrière des pseudo-amnisties pour être protégé. Non, assumons pleinement notre rôle de maire et en tout cas, c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Sur les centres-villes, il y a une chose aussi qu'il faut peut-être aborder. Jean a parlé tout à l'heure du patrimoine. Et il est vrai, ce qui fait la spécificité de nos centres-villes, c'est bien sûr l'histoire propre à chaque ville. Rennes a un magnifique patrimoine au niveau de son centre-ville, Mulhouse également, Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, avec une histoire bien particulière. Reims, de par la reconstruction avec cette architecture art déco, bien sûr, a cette spécificité qu'aujourd'hui nous essayons de mettre en avant. D'ailleurs, depuis le 28 mai, le secteur patrimonial remarquable du centre-ville élargi a été inscrit au journal officiel, ce qui nous permet d'ailleurs de sauvegarder un certain nombre de bâtiments, un certain nombre de monuments, je dirais en termes architectural, pour justement préserver et mettre en valeur ce centre-ville. Derrière, en termes d'offres commerciales, moi j'ai un petit sujet qui est celui de l'uniformisation en termes d'offres. Qui fera la spécificité des centres-villes par rapport aux zones commerciales. Je crois qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, c'est complémentaire. Certes, nous devons inciter nos concitoyens à consommer dans leur commerce de proximité, mais ce qui doit faire la spécificité, la différence, c'est bien sûr l'accueil, c'est la qualité en termes d'aménagement urbain, cette réappropriation du domaine public.
On doit pouvoir déambuler pour les piétons, pour les cyclistes, de façon en sécurité, de façon agréable, d'où le terme tout à l'heure de centre commercial à ciel ouvert, mais bien sûr en mettant en avant ce patrimoine et cette spécificité. Mais en termes d'offres commerciales, on le voit aujourd'hui dans toutes nos villes, nous avons, je dirais, globalement les mêmes enseignes. Je vais en citer quelques-unes. On a les Zara, les H&M, et d'ailleurs, à un moment, on disait, tant une ville qui n'a pas, il y a les villes avec Zara, des villes sans Zara, des villes avec Ikea. Alors, un petit souci technique. À l'offre commerciale. Tu m'entends, Pierre? Vous avez été coupé pendant quelques secondes. Vous étiez en train de dire qu'à une époque, il y avait les villes avec Zara, les villes sans Zara, et voilà. Après, on vous a pas. Et on trouve la même offre commerciale à peu près dans toutes les villes. Et je crois que nous devons faire attention un peu à cette spécificité des commerces indépendants. Pourquoi je dis ça? Parce que on vient de le voir également avec l'annonce du gouvernement sur les soldes qui ont été repoussés au 12 ou 15 juillet. Mais en repoussant ces soldes le 12 ou 15 juillet, on favorise les grandes chaînes. On ne favorise pas du tout les commerces indépendants. La raison est simple. Les grandes chaînes, les Zara ou autres, ont des marges qui varient entre 8 et 11. Donc elles, ça ne les empêche pas, je veux dire, ça empêche de faire des promotions qui vont commencer très prochainement jusqu'à l'ouverture des soldes parce qu'elles ont des marges relativement importantes. Mais un commerce indépendant, ces marges sont plafonnées entre 1,8, 2,2, 2,3 et au max 2,5. Et n'ont pas la possibilité pour des questions de trésorerie, de faire des promotions ou des soldes privés avant la date officielle des soldes. Et donc, attention aux mesures qui peuvent être prises au niveau national, qui ne doivent pas uniquement favoriser nos grandes chaînes, nos grands magasins, mais avoir un regard tout particulier sur ces commerces indépendants qui font la spécificité de nos centres-villes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le président. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, Fabrice Moreno. Ce que je vous propose, c'est que le petit clip qui va vous être envoyé en début de table ronde, comme on le fait depuis le début, et des clips humoristiques, ça fait du bien en ce moment, seront présents notamment sur notre site, mais on vous l'envoie tout de suite. Et puis ensuite, on a une table ronde sur le manager de centre-ville dont on a beaucoup parlé, qui est l'oreille du maire, et c'est le maire qui prend les décisions. Bonjour, bienvenue pour notre séance relooking beauté. Alors après ce qu'on vient de vivre, ces 2 mois de quarantaine, je crois que c'est le grand moment pour nous offrir un petit coup d'éclat, une nouvelle jeunesse. Donc je ne vais pas vous parler de ravalement de façade, même si on pourrait en avoir besoin. On oublie les gros chantiers, de toute façon on est ruiné, on n'a plus de sous, donc on va s'orienter sur des petites astuces économiques et super sympas pour un embellissement total et une attractivité maximum. Donc, vous prenez vos pinceaux, votre peinture, en plus ça va vous coûter que 2 francs 6 sous, pourquoi se priver? Attention, tounou, une bouche pulpeuse et bien charnue, j'en ai toujours rêvé. Corona l'a fait. Et pourtant, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, il y avait du boulot. Et voilà, comme quoi, il a fallu attendre une pandémie mondiale pour que je devienne une bombasse. Qui l'eût cru? Et là, je peux vous dire que ça va appâter le chaland.